Philippe Reintjens. Bien. Difficile les noms flamands. Professeur de droit, je le disais, de sciences politiques à l'Université d'Anvers. Vous êtes ancien témoin, expert au tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc vous allez nous parler, je le disais tout à l'heure, en vous présentant de la justice des vainqueurs au travers de ces gachacha que vous connaissez et que j'évoquais tout à l'heure et du TPIR. Mais d'abord, une première réaction à ce qu'a dit Mme Del Ponte. Oui, j'ai revu Carla avec beaucoup de plaisir. Nous avons beaucoup travaillé ensemble et nous nous sommes beaucoup chamaillés aussi. Carla Del Ponte, comme vous avez pu vous rendre compte, est une personne, c'est pas du français ça, mais une personne chamaillable. Hein, c'est du nouveau français. J'ai d'ailleurs suspendu ma coopération avec le bureau du procureur à peine moins d'un an et demi après le départ de Carla Del Ponte et sa succession par Hassan Jallow. Je me rappelle avoir rencontré Jallow en février 2004, c'était un an après son arrivée au poste de procureur. Et je lui ai posé la question sur la question qui a été évoquée avec Carla, bien évidemment, l'état d'avancement des enquêtes spéciales. Et quand la première mise en accusation d'un suspect du FPR, il m'a dit littéralement, et je vous le donne en anglais, I am reviewing the evidence and I'll make a determination when the time has come. Je suis en train d'évaluer les preuves et je prendrai une décision lorsque le temps sera venu. Ce temps, comme vous le savez, n'est jamais venu. Hein. Il a rassassé ce refrain pendant des années, lorsqu'il était interrogé par des journalistes, par exemple, et j'ai moi-même, quelques mois après cette entrevue, après avoir demandé fin décembre 2004 s'il était arrivé à une determination, hein, et qu'il disait qu'il n'y était toujours pas, j'ai suspendu ma coopération avec le bureau du procureur, pas avec l'institution, mais avec le bureau du procureur en janvier 2005. Beaucoup a été déjà dit ce matin et par Carla Del Ponte, et bien évidemment, ce qui me permet de limiter ma présentation, parce qu'il ne faut pas répéter les choses. Donc je vais essayer de limiter ça à une quinzaine de minutes, 20 minutes maximum, pour que nous ayons du temps pour débattre. D'ailleurs, je n'ai que quelques notes sauvages que j'ai prises dans le train. Alors je vous propose une présentation en 4 petits morceaux. Un premier petit morceau qui va souligner quelque chose que Henri Weil a déjà dit, mais je pense qu'il faut insister, surtout lorsqu'on parle de la justice des vainqueurs. C'est un point que je voudrais faire afin d'éviter tout malentendu. Ensuite, je voudrais brièvement regarder les faits bruts, c'est-à-dire les crimes commis par les FPR. Ensuite, le traitement judiciaire, et c'est là le thème de la justice des vainqueurs. Et puis, je voudrais terminer par suggérer quelques conséquences du phénomène de l'impunité. D'abord, éviter un malentendu. Je pense qu'il faut réaffirmer, avant de parler des crimes commis par les FPR, qu'il y a eu au Rwanda en 1994, parce que certains semblent avoir des doutes là-dessus, qu'il y a eu un génocide contre les Tutsis. Environ 3/4 des Tutsis ont été exterminés en 1994, et ce génocide a des auteurs. Ce n'est pas un crime sans auteur. On voit parfois des gens qui, d'une part, reconnaissent qu'il y a eu génocide, mais lorsqu'on commence à poursuivre des gens, ils sont tous innocents. Alors ça, je n'y crois pas. Il y a des coupables. Il y a des auteurs. Je pense qu'il faut le dire, et ils doivent être poursuivis et condamnés si leur culpabilité est prouvée. Je ne vais plus, dans cet exposé, parler du génocide, bien évidemment, parce que ça, c'est la première partie du mandat judiciaire, si vous voulez, puisque de toute façon, de très nombreux procès ont eu lieu. Ici, il n'est pas question d'impunité. Je ne dis pas que tout le monde a été poursuivi et puni, certainement non, mais en présence d'un crime de masse comme celui du Rwanda et en présence d'un très grand nombre de suspects ou d'auteurs, il est statistiquement impossible de poursuivre tout le monde, mais certainement le principe de l'impunité a été activement combattu en ce qui concerne cette partie du mandat judiciaire. Bon, ça c'est le point d'introduction pour éviter tout malentendu. Bon, 2. Les faits, et je vais les passer en revue très rapidement. J'en rappelle, j'ai sorti il y a 2 mois un bouquin Political Governance in Post-Genocide Rwanda. J'y traite des crimes commis par l'FPR, mais également de la politique de la justice. Et le livre sera disponible en traduction française à la mi-mai, donc d'ici 1 mois et demi. Je vous conseille d'attendre parce que la version française sera beaucoup moins chère que la version anglaise.
Non, la version anglaise est scandaleusement chère. 70 €, je trouve que c'est vraiment trop. Alors, pour 20 €, vous l'aurez en français. Professeur, c'est le poids des mots. Voilà, hein, oui. Voilà, d'abord, concernant ces faits, d'après de nombreux rapports officiels, il y en a vraiment beaucoup, hein, notamment de l'ONU, d'autres observations concordantes venues de sources indépendantes, l'FPR/APR, FPR et l'APR, enfin son aile armée, APR, a tué des dizaines de milliers, au moins des dizaines de milliers de civils en 1994 au Rwanda. Ce sont des crimes qui ont été qualifiés de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, notamment par le rapporteur spécial de l'ONU, René Denis-Segui, dès 1994, et puis dans d'autres rapports en 1995 et 1996. Le gros de ces constats était connu, de ces crimes commis par le FPR, était connu lorsque le TPIR commençait à fonctionner en 1995. Ces données étaient là. Et donc, le TPIR aurait pu s'en saisir, j'y reviens tout de suite, lorsque je parlerai du traitement judiciaire de ces faits criminels. Donc, premier épisode, 1994, des dizaines de milliers de victimes civiles. Je ne parle pas de victimes de combat. Je ne parle même pas non plus de ce qu'on appelle collateral damage. En 1996-1997, les réfugiés, je pense qu'il ne faut pas même dire des réfugiés, mais les réfugiés civils Hutus au Zaïre, République démocratique du Congo, ont fait l'objet d'une véritable campagne d'extermination. Au moins 100 000, lorsqu'on additionne les données qu'on a, au moins 100 000 ont trouvé la mort aux mains de l'APR. Et de très nombreux rapports de l'ONU, d'ONG, de journalistes d'investigation font état une nouvelle fois de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre à très grande échelle. Un rapport d'une équipe d'enquête de l'ONU en 1998 déjà, et le rapport mapping qu'on a déjà évoqué, le rapport mapping du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, en 2010, estime que si l'intention d'exterminer les Hutus en partie était prouvée, ça c'est la définition de la Convention, hein, l'extermination en tout ou en partie d'un groupe ethnique en tant que tel. Ça c'est la définition du génocide par la Convention. Donc si l'intention d'exterminer les Hutus en partie était prouvée, et il y a des indications dans ce sens, il s'agirait d'un génocide. Pas au Rwanda, je n'adhère pas à la thèse du double génocide en 1994. Au Congo, j'ai, depuis la sortie du rapport de 1998, de sérieux doutes. Cela n'a jamais fait l'objet, je le rappellerai tout de suite, d'une quelconque instruction judiciaire. Et enfin, moins bien connu internationalement, mais largement documenté, l'APR a une nouvelle fois massacré des dizaines de milliers de civils en 1997-98, au cours de l'insurrection au nord du Rwanda. En plus, une douzaine d'observateurs étrangers, et là l'instruction espagnole intervient en partie là-dedans, une douzaine d'observateurs étrangers vivant au nord, nord-ouest, dont des prêtres et des agents humanitaires ont été assassinés par l'APR afin d'éliminer les témoins de ces massacres. Lorsqu'on additionne les données disponibles, on arrive à une estimation conservatrice de plus de 200 000 victimes civiles de violations massives, systématiques et délibérées du droit international humanitaire. Voilà les faits. Et on peut toujours contredire les faits, parce que les faits sont les faits, et on peut les contredire. Alors, troisième élément, le traitement judiciaire, et donc le thème de la justice des vainqueurs, le FPR, et là je peux résumer, surtout lorsqu'il s'agit du TPIR, parce que Carla Del Ponte en a parlé en long et en large, l'FPR a pu jouir de l'impunité à tous les niveaux. Au niveau national, rwandais je veux dire, bien évidemment, mais également international, donc le TPIR, et dans les pays tiers, où des procès ont eu lieu et d'autres procès auront lieu. Bon, je résume. D'abord au Rwanda. Les juridictions conventionnelles, donc les tribunaux normaux du système judiciaire, n'ont pas jugé, à ma connaissance, un seul officier de l'APR. Je reviendrai tout de suite sur ce que les juridictions militaires ont fait. Lorsque les gacaca, on a déjà évoqué ce matin cette forme néo-traditionnelle
de traiter de ce contentieux du génocide. Lorsque le Gacaca ou les Gacaca ont été lancés, il a été, et quelqu'un l'a rappelé ce matin, Gaïma l'a rappelé ce matin, il a été annoncé clairement que ces juridictions ne jugeraient que le génocide et qu'il était interdit d'évoquer les crimes commis par le FPR-APR dont les juridictions militaires s'occuperaient. À l'issue de ces procédures Gacaca qui ont fermé leurs portes en juin 2012, il y a bientôt 2 ans, environ 1,5 million de suspects ont été jugés, dont 85% à peu près, d'après les chiffres du Service national des juridictions Gacaca, même si le rapport est assez flou et difficile à interpréter, mais dont à peu près 85% ont été condamnés. Ça veut dire qu'environ 70% des Hutus mâles qui étaient adultes en 1994 ont été condamnés par les juridictions Gacaca. Cela confirme évidemment l'idée d'une culpabilité collective et elle est officialisée, et ça a été rappelé aussi, je crois, ce matin, par la campagne qui a débuté il y a près d'1 an, juin-juillet de l'année dernière, la campagne d'Umunyarwanda, où tous les Hutus sont censés demander pardon pour les crimes commis en leur nom par d'autres Hutus. Ce qui est évidemment, et je pense qu'il faut peut-être, si on a le temps, qu'on en parle, parce que ceci, évidemment, lorsqu'on parle de réconciliation, est un problème absolument immense, bien évidemment. Je termine sur la justice nationale. L'auditeur militaire, je vous donne simplement des statistiques. Gérald Gaïma a dit que environ 150 militaires du FPR auraient été poursuivis devant l'auditorat militaire ou par l'auditorat militaire. Je ne vais évidemment pas contester ce que dit quelqu'un qui a fonctionné à l'époque dans le système judiciaire rwandais, mais d'après les rapports que j'ai de l'auditorat militaire rwandais lui-même, seuls 32 militaires du FPR ont été poursuivis pour des faits commis en 1994, dont 14 ont été condamnés, 1 à 6 ans d'emprisonnement, 5 à 3 à 4 ans, 7 à 2 ans et 1 à une peine non précisée, des peines d'ailleurs qui, pour la plupart, et Gérald Gaïma l'a rappelé, n'ont même pas été effectivement purgées. Tous ces suspects du FPR poursuivis devant les juridictions militaires l'ont été pour meurtre, jamais aucun pour crime contre l'humanité ou crime de guerre. Deuxième niveau, et là je ne vais pas en parler parce que Carla Del Ponte en a parlé, c'est le TPR, bien évidemment. Je dirais simplement, elle a été assez, pas très, mais assez gentille pour son successeur, Hassan Diallo. Moi, je ne suis pas diplomate comme elle. J'observe la lourde responsabilité du dernier procureur du TPR, Hassan Diallo. Si le procureur ne poursuit pas, il n'y a pas de procès. Aucun procès n'est possible. Diallo a été, je mesure mes mots, a été psychologiquement ou mentalement corrompu et il n'a pas osé poursuivre alors qu'il aurait pu le faire lorsqu'il était en train d'évaluer les preuves en septembre 2004. Bon, TPR, Carla en a parlé. Dernier endroit qu'on oublie parfois, mais on vient de le rappeler en France, bien évidemment, parce que le premier procès devant la cour d'assises contre un suspect rwandais vient de se terminer il y a à peine 2 semaines, je crois, avec l'affaire Simbikangwa. Des procès ont eu lieu, comme vous le savez, en vertu du principe de la compétence universelle dans une demi-douzaine de pays, essentiellement européens, parmi lesquels récemment la France. Là encore, seuls les suspects du génocide ont été poursuivis. Aucun suspect du FPR n'a été poursuivi dans ces pays tiers. Une exception potentielle, mais là, Jordi en parlera, et c'est peut-être un des espoirs. Il y en a un autre que je rappellerai tout de suite, mais je dois vérifier ma montre. C'est évidemment l'affaire qui a été ouverte devant l'Audiencia nationale, donc le tribunal national, en Espagne, contre des officiers, une quarantaine d'officiers de l'APR qui est instruite, et où des mandats d'arrêt ont été lancés en février 2008, notamment pour crimes de guerre au Rwanda et au Congo, et pour meurtre de ressortissants étrangers, notamment espagnols.
Mais là, de nouveau, Jordi va nous en parler, j'en suis certain. Comme on le sait, probablement, la loi sur la compétence universelle est sous pression ces derniers temps en Espagne. Et l'affaire ne semble pas avoir fort progressé depuis les mandats d'arrêt que j'ai évoqués tout à l'heure. Autre possibilité, c'est la République démocratique du Congo. Le rapport mapping dont je vous ai parlé, qui est sorti le 1er octobre 2010, suggère que soient créés au Congo des tribunaux mixtes, congolais et internationaux, et qui pourraient parfaitement, il ne faudrait même pas de compétences universelles, parce que ces crimes commis par les FPR au Congo, je ne parle pas des crimes commis au Rwanda, mais les crimes commis au Congo l'ont été au Congo, et donc territorialement parlant, les juridictions congolaises sont compétentes, et puisqu'il s'agit de crimes pour lesquels la prescription est impossible, ces poursuites pourraient avoir lieu à tout moment. Là, de nouveau, peu de progrès depuis que cette initiative a fait l'objet de débats au Parlement congolais à la mi-2012. Donc, sous réserve, et là je partage un peu le sentiment, il faut bien dire un peu pessimiste qu'Ala Del Ponte, sous réserve d'un déblocage hypothétique, la réalité est donc aujourd'hui que 20 ans après les faits, l'impunité règne et que le TPR en particulier a été un cas pathétique de justice des vainqueurs. Je termine, et ça prendra 1 minute, je termine par un 4e point et qui traite des conséquences de cette impunité. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question de justice, parce qu'il y a le principe de la justice. S'il y a des suspects, surtout de crimes aussi graves, il faut les poursuivre pour le principe de la justice, tout simplement. Mais il n'y a pas que le principe de la justice, il y a des enjeux très concrets pour la période qui suit les crimes. Et j'en cite seulement 2. Primo, l'impunité incite à de nouveaux crimes. C'est comme cela en droit national, c'est comme cela également en droit international humanitaire. Si vous ne menacez pas un braqueur de banque de le poursuivre, il va braquer des banques, bien évidemment. Ben, c'est exactement la même chose ici. Je suis certain que si, au début des travaux du TPIR, il y avait eu une menace sérieuse de poursuite de suspects du FPR ou de l'APR, l'armée rwandaise ne se serait pas comportée comme elle l'a fait au Congo. Donc, et ça continue, cette impunité aujourd'hui continue. Deuxièmement, tout aussi important, je crois, c'est l'absence de reconnaissance des victimes. Les victimes de crimes du FPR, bon, à l'intérieur du Rwanda, n'ont pas le droit de commémorer les leurs. Cela crée des frustrations. J'ai évoqué Dumunyarwanda, c'est-à-dire cette culpabilité collective des Hutus. Et ceci crée bien évidemment des ressentiments, des frustrations, des sentiments de marginalisation. Cet État n'est pas le nôtre, cette justice n'est pas la nôtre. Et donc contribue à un phénomène qui aujourd'hui est largement visible au Rwanda, mais non, pas vraiment visible, mais perceptible au Rwanda, c'est-à-dire la violence structurelle, qui pourrait un jour, comme elle l'a fait à partir de 1994, pourrait de nouveau provoquer une situation de violence physique et aiguë. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, professeur. Je vais donner la parole à la salle, mais je vous demande juste une chose qui est assez gênante en matière sonore, c'est le larcène qui se produit avec les téléphones portables. Donc si vous voulez être vigilant, et de couper vos téléphones portables, parce qu'effectivement, s'il y a une diffusion ensuite sur Internet, on entendra forcément à la diffusion cette aspérité sonore.